Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous recevoir sur ce live où nous allons parler de l'élection présidentielle en Guinée. Comme vous le savez, 12 candidats sont dans la course pour briguer la magistrature suprême. Depuis quelques semaines, la campagne électorale bat son plein sur l'étendue du territoire. Pour rappel, le Front national de défense de la Constitution, FNDC, a initié une série de manifestations depuis le 14 octobre 2019 en Guinée pour protester contre la modification ou l'adoption d'une nouvelle constitution qui conduirait le président Alpha Condé à un troisième mandat présidentiel. Il y a eu beaucoup de difficultés, notamment des morts à travers ces manifestations. Pour parler des enjeux d'une élection sous haute tension, j'ai le plaisir de recevoir à travers ce live M. Elhadj Diallo, secrétaire national chargé des relations avec les institutions internationales de l'UFDG, de M. Cellou Dalein Diallo. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir, M. Nyang. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce live-là. Et je vous laisse le soin de dire bonsoir à tous nos amis internautes avant de démarrer l'échange. Bonsoir, M. Nyang. Bonsoir à vos nombreux internautes, spectateurs et téléspectateurs qui suivent, qui sont réguliers et assidus à votre page. Et c'est aussi l'occasion de vous dire merci pour tout ce que vous faites dans le cadre de la promotion culturelle, de nos valeurs culturelles ici à Bruxelles, capitale de l'Europe. Je tenais quand même, avant de rentrer dans le vif politique, vous saluer, vous encourager et vous dire combien de fois on vous suit, combien de fois on vous soutient. Avoir dans votre scarcelle un Youssou N'Dour, la sommité mondiale africaine de la culture, c'est un honneur. Merci beaucoup. La campagne présidentielle en Guinée bat son plein avec beaucoup de difficultés. Le moral est bon pour votre candidat, M. Cellou Dalein Diallo? Tout à fait. Vous savez que M. Dalein est à la tête de son parti depuis un bon bout de temps. Il est à sa troisième campagne présidentielle. L'expérience s'est ancrée. Vous savez, c'est par la pratique aussi qu'on s'endurcit dans cette bataille. Nous avons certainement des difficultés propres sur l'aspect d'abord pratique, quand vous avez des routes qui sont totalement dégradées en pleine saison hivernale. Faire 100 km pour 2 jours, effectivement, pour le physique, c'est difficile. Mais lorsqu'on est porté par un combat de valeurs, lorsqu'on est porté par un combat de conviction, lorsqu'on est porté par la volonté manifeste de changer les conditions de vie des gens, il est de notre devoir d'aller à toutes les portes, de frapper à toutes les portes, rencontrer nos citoyens, rencontrer leurs difficultés et pouvoir leur proposer une alternative crédible. C'est ce que fait M. Dalein depuis le début du mois d'octobre, avec tous les obstacles, avec toutes les difficultés, mais comme vous l'avez si bien vu, du début jusqu'à la fin, l'adhésion du peuple de Guinée, elle est manifeste, elle est là, dans toutes les localités traversées. C'est la même liesse, c'est le même espoir, c'est la même acclamation. Monsieur Dalein, de nuit, de jour, partout où il passe en Guinée, il est sollicité, il est accueilli avec amour, il est accueilli avec espoir. Et c'est cet espoir-là que nous souhaitons vivement matérialiser au soir du 18 octobre pour donner à la Guinée un nouvel élan. À 48 heures de l'élection présidentielle, la tension monte à Conakry, avec bien sûr l'assassinat du colonel qui est en charge, le commandant du camp de Kindia. C'est quand même une élection sous haute tension, M. Diallo. Bien. Il en va de soi, croyant que nous sommes, lorsque nous entendons la mort d'un compatriote, nous ne pouvons que formuler, en tout cas, nos condoléances, nos sincères condoléances à la famille éprouvée. Nous ne savons pas encore exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ce camp, puisque nous savons, ce que nous savons, c'est que la Guinée est un pays qui a une histoire avec la complolite. Ce sont des habitudes de notre âge que M. Alpha Condé a révigoré, a sorti des mal de l'histoire pour en faire son outil. Il faut rappeler que juste après son élection en 2010, dans des conditions difficiles, dans des conditions aussi ensanglantées, je crois qu'il est important de rappeler qu'en 2010, M. Alpha Condé n'a pas gagné une bataille électorale. Il n'a jamais d'ailleurs gagné une élection en Guinée. Ah bon? Il n'a jamais, nous le disons haut et fort, M. Alpha Condé n'a jamais gagné une élection en Guinée. C'est souvent avec la complicité de l'administration d'alors, l'administration de la transition, qu'un monsieur qui a eu 18% au premier tour s'est retrouvé avec plus de 51%
à l'issue du second tour. Évidemment, notre candidat, le champion, El Hadj Cellou Dalein Diallo, sur 44 candidats à l'époque, 44 candidats à l'époque, M. Dalein avait réussi à engranger à lui tout seul 44% des voix. Donc, ça veut dire, sur 24, je m'excuse, sur 24 candidats d'alors, M. Dalein, au premier tour, avait fait 44% des voix. Pour revenir à l'actualité, nous disons qu'au lendemain même de l'élection, dans les mois qui ont suivi l'élection de M. Alpha Condé en 2010 la première fois, élection, je précise, entre guillemets, on nous a sorti un complot, une soi-disant tentative de coup d'État, une atteinte à sa vie. Et au fur et à mesure que les éléments se sont révélés au grand jour, il s'est avéré que c'est une invention de pure espèce. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que ce n'est pas un rebelote? Parce qu'il a vu. L'équipe de la mouvance a vu le réveil du peuple de Guinée. Le peuple de Guinée s'est réveillé. Les barrières, la corde ethnique qui nous empêchait de nous mouvoir a été cassée à jamais. Parce que les gens ont compris. En réalité, les problèmes de la Guinée ne sont pas des problèmes ethniques. C'est un clan qui a la même mise sur nos richesses et qui refuse de les partager. La Guinée a compris cela. Le peuple de Guinée a compris cela. Ce qui explique d'ailleurs l'adhésion de toutes les régions, l'adhésion de toutes les communautés qui composent le socle national de Guinée à notre idéal, à notre projet. Et c'est cette peur-là qui est en train de réveiller ces vieux démons. J'ose espérer pour la quiétude nationale que nous irons à ces élections que nous souhaitons malgré tout apaiser pour que l'expression du peuple se manifeste et que cette expression soit respectée. Merci beaucoup. Vous savez, M. Diallo, le Front national de défense de la Constitution FNDC a initié plusieurs manifestations pour dénoncer la modification de la Constitution qui a conduit aujourd'hui le président sortant, le professeur Alpha Condé, à un troisième mandat présidentiel. Quelle lecture faites-vous sur cette organisation et tout le travail qu'il a abattu avant les élections? Le FNDC est une entité qui s'est créée dont l'UFDG est partie prenante. Dans les fonds de baptême, l'UFDG est une partie intégrante du FNDC. C'est une structure qui s'est mise en place. Dans quel but? De rassembler toutes les composantes nationales, qu'elles soient politiques, de la société civile, des acteurs syndicaux, pour qu'ensemble, nous puissions asseoir une fois pour toutes une alternance démocratique dans notre pays. C'est ça le fondement du FNDC. C'est le Front national pour la défense de la Constitution. Tout à fait. Pour rappel, la Constitution guinéenne élaborée sous la transition, après la mort du général Lansana Conté et la prise du pouvoir par l'armée, une constitution avait été élaborée, adoptée par le Conseil national de transition qui faisait office de parlement, parce que nous étions dans un régime de transition. Cette constitution avait verrouillé, une fois pour toutes. Parce qu'on s'est dit, au fait, tout le problème politique en Guinée, c'est l'absence de cette alternance. Un premier président qui est venu, qui a fait 26 ans de pouvoir sans partage, un général d'armée qui vient par après, qui en fait 24, on s'est dit, mais il faut mettre fin à cela pour permettre à chaque Guinéen de concourir librement, par la voie des urnes. Et donner à chaque Guinéen la possibilité, si les conditions sont réunies naturellement, de servir son pays et au premier poste. D'où l'intangibilité du nombre de mandats et de sa durée. Bétonné. On a dit, dans cette constitution qu'on appelle communément de 2010, nul n'a le droit d'exercer plus de 2 mandats, consécutifs ou non. Ou non. Ou non, ok. Pas plus de 2 mandats, consécutifs ou non. Deuxième aspect, la durée de son mandat est de 5 ans. Donc vous faites 1 fois 5, 2 fois 5, quelles que soient vos compétences, quelle que soit votre capacité, vous devez passer la main pour permettre une alternance. Voilà la raison de la naissance du FNDC, parce que dès au départ, on a compris, on a vu l'élan de M. Condé de glisser. D'ailleurs, l'ancien président, paix à son âme, de la Cour constitutionnelle, a fait office de Cour suprême, M. Kéléfa Sall, au moment de son investiture de M. Alpha Condé en 2015, l'avait clairement dit, méfiez-vous des sirènes révisionnistes. Évidemment,
sur un révisionniste qui tende à modifier les dispositions de la Constitution pour pouvoir lui permettre de se représenter. Mais compte tenu de l'intangibilité de la Constitution, des articles le concernant, c'est mis noir sur blanc que ces 2 articles ne peuvent pas être modifiés. Qu'est-ce qu'il avait à faire? Ben, tout simplement, il a proposé une nouvelle Constitution parce qu'il ne peut pas changer les articles qui le concernent. Dès les prémices de cette volonté, il a été clairement dit, toute la société civile, les partis politiques, tous les acteurs lui ont dit, mais quels que soient les éléments de nouveau que vous voulez apporter, mais on passe simplement par l'Assemblée nationale, on propose des modifications de la Constitution. Mais vu que les articles qui le concernent, c'était justement le mandat, il voulait un mandat de trop, il a imposé une nouvelle Constitution. J'espère que on aura le temps de revenir là-dessus, mais c'est extrêmement important, M. Niang, pour vous dire dans quelle forfaiture on est. Une assemblée. Maintenant que c'est forfaiture, on ne peut plus parler de forfaiture, d'autant plus qu'on est dans l'élection carrément. Oui. S'il est candidat, oui. Il va briguer la magistrature suprême comme votre candidat. Oui. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui est derrière nous. Oui, mais néanmoins c'est une forfaiture. Enfin, si vous l'appelez comme ça. C'est une forfaiture du moment où, par 2 fois, M. Alpha Condé a juré d'observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution de 2010, par 2 fois. En 2010 et en 2015. Il a juré fidélité à la loi. Il a juré fidélité d'observer et de faire observer la loi. En changeant la Constitution guinéenne, c'est un parjure. D'accord. C'est ça qui nous fait parler un peu. Donc cette forfaiture-là, il en est le seul et l'unique responsable. D'accord. Dans cette compétition dans laquelle nous sommes engagés, cette compétition d'octobre au cours de laquelle il en va de soi que le destin du pays se joue, l'avenir de la Guinée en tant que nation se joue. D'accord. Le seul candidat illégal, le seul candidat illégitime, c'est M. Alpha Condé lui-même. D'accord. Moi, je pense que pour le moment, il est candidat à sa propre succession et nous sommes en plein dans la campagne électorale pour briguer la magistrature suprême. Justement, M. Diallo, c'est ça que nous allons faire la transition pour parler un peu de ce phénomène des 3e mandats. Parce qu'on a vu le cas de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara qui va encore briguer un 3e mandat. Au niveau du Sénégal aussi, c'est le clair-obscur avec le président Macky Sall. Maintenant, quelle lecture faites-vous sur ce phénomène de 3e mandat dans les pays africains? Moi, je crois sincèrement que l'Afrique, sa jeunesse, doit prendre la responsabilité qui est la sienne. C'est celle d'asseoir dans nos pays respectifs le respect scrupuleux de l'alternance démocratique. L'alternance démocratique n'est pas un frein au développement. Justement, l'alternance démocratique est une clé de développement. Parce que dans un pays, où, comparé par vous-même, les pays africains où est-ce que l'alternance est devenue comme coutumière des faits, nous constatons forcément que ce sont des pays qui avancent progressivement dans le respect des droits, dans le respect des diversités qui constituent les nations de ces pays. Nous devons nous battre, et partout en Afrique, pour que cette question, parce que quelque part, n'oublions pas que c'est un consensus qui fait que des gens se retrouvent, décident de vivre ensemble, de constituer une nation et de pouvoir avancer ensemble. Tout à fait. Pour respecter ce principe fondateur, il faut donner la même chance à tous. On ne peut pas accepter qu'au XXIe siècle, des individus ou un clan ou une famille s'accaparent de tous les pouvoirs dans un pays et par la même occasion de toutes les richesses. Ça, c'est révolu. Et ce combat-là, c'est notre combat. C'est le combat de la jeunesse africaine. En tout cas, en Guinée, soyez rassurés que cette alternance prendra cité par la voie des urnes le 18, parce qu'incontestablement, le choix du peuple s'est fait. Le choix du peuple s'est opéré. M. Cellou Dalein Diallo est l'élu des cœurs des Guinéens. Maintenant, nous allons aller dans ces urnes pour matérialiser ce choix-là. Si ce choix n'est pas respecté, ce même peuple prendra sa responsabilité pour se faire respecter et se faire entendre. Et je crois que dans tous nos pays,
ce principe doit être un principe intangible. Et je répondais à votre question. La Guinée est un pays démocratique? Non. À ce stade, non. Pourquoi? Pour la simple raison que nous avons des institutions qui sont inféodées. Nous avons des cours constitutionnels qui fonctionnent, une cour constitutionnelle qui fonctionne à la botte de la présidence. Nous avons une assemblée presque monolithique. Presque monolithique. Nous avons même des juges qui obéissent au doigt et à l'œil du pouvoir exécutif. Pouvons-nous parler de démocratie lorsque dans un État, l'exécutif, le législatif et le judiciaire ne sont pas séparés? Pouvons-nous parler réellement de démocratie dans un pays lorsqu'un chef d'État, qui se dit de surcroît élu, peut procéder, comme bon lui semble, au déni de ce pays? Pouvons-nous parler de démocratie lorsque des conventions minières sont signées dans le simple but de servir un clan ou de servir un groupe? Je pense que la Guinée n'est pas démocratique. Et c'est notre ambition, c'est notre travail, et c'est notre mission, dès après le 18. D'accord. La commission qui s'occupe de tout ce qui est droits de l'homme, commission des droits de l'homme de la CEDEAO, et la commission africaine des droits de l'homme, et bien sûr la CEDEAO. Quelle lecture faites-vous sur leur mutisme face à cette situation? Nous avons une difficulté de compréhension par rapport à certaines décisions ou à certaines non-décisions de la CEDEAO. Comme vous le savez, la Guinée, de par son histoire. Parce qu'on a vu, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali, oui, ils se sont vite levés pour prendre des décisions contre le Mali. Oui. Mais là, moi je pense qu'il y a des présidents qui sont en train de vouloir briguer un troisième mandat et qu'ils ne disent rien. La dernière fois, vous avez bien remarqué, avant que je revienne à ce que je disais, vous avez bien remarqué, lorsque le président de la Guinée-Bissau s'est adressé aux promoteurs des putschs constitutionnels, il en va de soi que tout le monde n'était pas content autour de la table. Ceci dit, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, doit être un organe qui travaille pour les peuples, pas pour les exécutifs. Cette CEDEAO, je vous donne 2-3 faits qui sont d'actualité. Le président de la République de Guinée, M. Alpha Condé, a fermé de façon unilatérale la frontière entre la Guinée et le Sénégal, entre la Guinée et la Guinée-Bissau, des zones d'expression, de libre-échange. Et de libre-échange. C'était quoi le motif? Le seul prétexte. Monsieur Nyang, je vous dis le seul et unique prétexte. Nous avions du matériel électoral de l'IFDG qui a été bloqué net à la frontière à Koundara parce qu'ils pensent, pour vous dire dans quel état d'esprit la Guinée est dirigée, un homme qui est à la tête de plus de 12 millions d'habitants, qui n'a pas le souci de savoir comment ces gens-là vont manger, comment ces gens-là vont avoir du courant, comment ces routes vont être rendues praticables. Non, il se soucie de bloquer toute une frontière parce que son challenger, celui qui l'empêche de dormir, a 3 camions de matériel électoral. Cette CEDEAO, c'est son espace. C'est son espace de libre-échange, c'est son espace de libre circulation des biens et des services. Motus, busus, cusus. Moi, je crois, les peuples de cet espace doivent amener les décideurs à ce que ce soit une organisation des peuples et non un syndicat de chefs d'État. Et malheureusement, vous pensez que c'est un syndicat des chefs d'État? À la lecture de ce que vous venez de nous dire, il s'est passé quelque chose au Mali. Il y a eu des manifestations. Nous déplorons fortement les assassinats, surtout de cette jeunesse. Tous les chefs d'État de la CEDEAO se sont mobilisés. Tous les chefs d'État de la CEDEAO ont fait et cause de la situation malienne. En Guinée, depuis 2010, on tue, on massacre, on assassine. Aucune justice. Aucune justice. Des jeunes ont été fauchés pour la simple raison qu'ils ont osé dire non dans la rue de la violation de leur liberté, de la violation de leurs droits. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas entendu une entité de la CEDEAO réclamer justice au nom de notre unité. Et j'ose espérer parce que il faut toujours penser que demain sera meilleur. C'est une philosophie de vie.
j'ose espérer qu'elle se rendra compte de la nécessité d'agir et d'agir maintenant en Guinée avant que cette poudrière, je ne le souhaite pas, n'explose. Merci beaucoup. Nous allons continuer et éplucher d'autres questions. Monsieur Diallo, vous êtes satisfait du bilan du président sortant, le professeur Alpha Condé, après 10 ans à la tête du pays? Évidemment que non. Et en toute sincérité, M. Nyang, dans tous les pays normaux, lorsqu'un chef d'État, après 10 ans d'exercice, se représente de manière légale ou illégale, comme c'est son cas, mais doit vendre un bilan. Le seul bilan que M. Alpha Condé vend au peuple de Guinée, c'est de dire que ce sont les anciens premiers ministres qui n'ont pas développé la Guinée. Comment pouvez-vous, en toute conscience, en toute sincérité, accorder une once de crédit à cet homme? À cet homme qui est venu et qui a pris les destinées de la Guinée avec un grand capital. Capital d'estime, capital d'attente et capital d'espoir. Il en va de soi que tout ça est dans l'eau. La corruption n'a jamais été aussi endémique. Les infrastructures routières n'ont jamais été aussi en mal point. La situation économique du pays n'a jamais été aussi chaotique. Mais M. Diallo, pour terminer... Excusez-moi, oui, mais on vous reproche aussi, vous, les gens de l'UFDG, d'être des nihilistes. Bah, quand même, le président Alpha Condé a eu des réalisations sur lesquelles on peut magnifier quand même. Monsieur Nyang, je suis profondément humaniste. Dans mon humanisme d'être, puisque je le suis, je ne peux me permettre en aucun moment de comparer la vie d'un seul être vivant à une infrastructure matérielle. Monsieur Alpha Condé a failli à sa mission, dont d'ailleurs ce titre usurpé de professeur de droit, qu'il y ait plus de 200, je dis bien plus de 200 jeunes, tués à bout portant lors des manifestations du FNDC, de l'opposition. Imaginez-vous que toutes les élections qui se sont passées en Guinée depuis 2010 ont été faites à l'issue de manifestations de l'opposition. Les élections communales qui devraient se tenir n'ont jamais été tenues à date. Les élections législatives, les premières élections législatives... Le respect du calendrier électoral n'a jamais été le souci de M. Alpha Condé et de son clan. Et donc, quand je parle de bilan négatif, je suis dans toute la sincérité qui est la mienne. Je ne peux pas comparer une seule liberté, la liberté d'un seul individu, bafouée, à un hôtel construit. Non. Pour moi, un chef d'État qui se réclame d'un bilan, c'est ce chef d'État qui a réussi à asseoir les garanties. C'est ce que l'on appelle le bilan immatériel. Le bilan immatériel, pour moi, est plus que déterminant. Parce que pour construire et développer une nation, il faut créer les conditions d'une garantie, d'une stabilité. Cette garantie et cette stabilité se basent sur la liberté, le droit et la justice. Quand ces éléments manquent, je ne peux accorder un bilan positif à cette équipe. Et d'autant plus, M. Alpha Condé a excellé dans la division. Vous avez suivi son entrée en campagne. Un chef d'État de plus de 80 ans, qui a dirigé 10 ans, se permet de dire publiquement à sa base, si vous votez pour un autre candidat malinqué que moi-même, c'est que vous votez pour le peuple. Vous imaginez? Vous imaginez ces mots sortir d'un chef d'État? Il a excellé dans la division, il a déchiré le tissu social guinéen. C'est notre ambition, c'est l'ambition première de mon candidat. S'il est élu dimanche, reconsidérer l'unité nationale. Travailler pour que le peuple de Guinée se retrouve autour des valeurs fondamentales d'unité, de partage et de justice. C'est notre ambition. Monsieur Diallo, en écoutant le discours du président de l'UFDG, M. Cellou Diallo, votre candidat, tout au long de la campagne, on dirait que c'est quelqu'un qui est déterminé cette fois-ci à accéder à la magistrature suprême. Il a même un signe où il montre que c'est l'heure. Mais comment expliquez-vous cette détermination de votre candidat à vouloir coûte que coûte accéder à la magistrature suprême? Ce n'est pas de vouloir coûte que coûte accéder à la magistrature suprême. Non. C'est tout simplement sa volonté de rectifier. En 2010, El Hadj Cellou Dalein Diallo a gagné l'élection présidentielle en Guinée. Les Nations Unies, toutes les institutions internationales l'avaient appelé
Parce que, voulant justement préserver la paix en Guinée, il a accepté l'inacceptable. En 2015, M. Alpha Condé a organisé un hold-up électoral d'une ampleur jamais égalée. Encore une fois, en vue de préserver la paix, en vue de garantir cette unité nationale, M. Diallo, homme de paix, humble serviteur de son peuple, s'est plié aux exigences de la paix. Mais nous étions sur un principe qui inscrit l'alternance dans les fondements même de notre nation. Qu'au bout de 2 mandats, M. Alpha Condé, avec un bilan positif ou négatif, doit partir. Partant de ce principe, nous nous sommes dit qu'il faut travailler pour qu'en 2020, aux échéances électorales à venir, que nous puissions enfin, par la voie des urnes, asseoir notre ambition pour notre pays. Okay. Et entre-temps, vous avez suivi ce qui s'est passé. Comment voulez-vous que le peuple de Guinée, en tout cas dans sa majorité, dans sa écrasante composante, puisse renoncer à un vol? M. Alpha Condé n'a jamais gagné plus de 18% de l'électorat guinéen. Comment voulez-vous que ce monsieur, au crépuscule de sa vie et au crépuscule de son pouvoir, puisse hypothéquer l'avenir d'une nation? Voilà pourquoi mon candidat, ceux qui le suivent, l'alliance qui le soutient, comprenez qu'il y a plus de 40 partis autour de la candidature de Elhadji Cellou. Comprenez qu'il y a plus de 500 associations de la société civile autour de la candidature de Elhadji Cellou. Comprenez-vous que des démocrates du monde entier soutiennent de façon ouverte ou de façon je veux dire, en retrait, cette candidature, parce que c'est la candidature de l'alternance, c'est la candidature de l'espoir. Très bien. Nous ne renoncerons pas, M. Nyang, que ceci soit dit, écrit. Nous ne renoncerons à aucun iota de notre victoire. Notre victoire sera belle au soir du 18 et soyez rassurés. Vous êtes déjà sûr de votre victoire? Nous gagnerons cette élection. Et vous savez pourquoi? Oui. Nous gagnerons cette élection parce que tout simplement le candidat qui est en face n'a aucun bilan à nous proposer. Nous gagnerons cette élection parce que le peuple de Guinée, dans son écrasante majorité, croit fermement que Elhadji Cellou Dalein peut, demain, leur garantir un espoir. Que Elhadji Cellou peut, demain, poser fondamentalement les jalons du développement de notre nation. C'est un technocrate aguerri. Tout à fait. Il a commencé sa carrière à 25 ans. Très bien. À 25 ans, M. Cellou Dalein a commencé à travailler. Et vous savez où? Je vais vous donner un scoop. Oui. M. Dalein, sa première affectation, c'est dans la préfecture où naquit le premier président de la République de Guinée, Sékou Touré. Il a travaillé d'abord à Farana, donc au centre de la Guinée, loin de son Fouta, loin de ses terres connues. C'est là-bas où il est parti, il a commencé son expérience pour occuper progressivement tous les postes de responsabilité par où il est passé. Monsieur Dalein, si vous me permettez, oui, Monsieur Dalein, ce sont des preuves. Monsieur Dalein est l'artisan, quand il était ministre des TP, du fait que tous les bacs de Guinée ont été changés en des ponts, en dur. Aujourd'hui, encore, 20 ans après, vous partez à Zérékoré, vous partez à Bofa, vous partez à Kankan, à Mandiana et ailleurs, vous verrez du concret qui a été réalisé par M. Dalein. M. Dalein, c'est qui? Je vais terminer par cela. Je vais terminer par cela. M. Dalein, c'est cet homme rassembleur qui, autour de lui-même, les gens qui lui sont le plus proches, ce sont des gens qui sont issus de toutes les composantes nationales. Laissez-moi vous dire que ses plus proches collaborateurs en tant que président de parti, ce sont des hommes et des femmes qu'il a connus dans ses différents départements ministériels, des gens en qui il a confiance et qui sont venus à ses côtés quand il a endossé le manteau d'opposant parce qu'ils croient en lui. C'est ça, M. Cellou Dalein. M. Cellou Dalein, c'est cet homme humble qui se soucie de l'autre. Tout à fait. Voilà le candidat sur lequel nous comptons à compter du 18, Inch'Allah. Mais M. Diallo, vous ne pensez pas que votre candidat a une grosse part de responsabilité sur les difficultés que vivent les Guinéens? Parce qu'il a été aux affaires, comme tu l'as si bien dit tantôt, en tant que Premier ministre
de la Guinée et il a occupé aussi d'autres postes de responsabilité. Il est naturellement comptable de ces difficultés que vivent les Guinéens. Comptable des difficultés, non. Vous savez pourquoi? Oui. Je m'en vais vous dire, avec toute la sincérité qui est mienne, toute la Guinée, tous les Guinéens sont unanimes à reconnaître que le général Lansana Conté, paix à son âme, ancien président de Guinée, est plus démocrate que votre soi-disant professeur de droit Alpha Condé. Le général Lansana Conté a fait avancer la démocratie par la libéralisation des partis politiques, par la libéralisation des ondes, par tout un ensemble d'actions. Mais évidemment, lui-même, le général Lansana Conté, ne s'étant pas plié à l'exigence de cette alternance démocratique, voilà la tâche qui vient noircir son tableau. De même, Maître Wadé, une sommité africaine, mondiale, respectée de tous, à un moment donné, il s'est laissé emporter dans un chemin qui lui a sali. Sinon, Maître Wadé reste et demeure un des plus grands bâtisseurs du Sénégal et pourquoi pas d'une grande partie de l'Afrique. Pour revenir, M. Cellou Dalein a sa responsabilité en tant qu'ancien commis de l'État, en tant qu'ancien responsable à des postes clés et stratégiques, vous l'avez dit, jusqu'au Premier ministre. Mais néanmoins, admettez avec moi que c'est un président de la République qui définit une vision pour son pays, en tout cas pour le mandat pour lequel il est investi, qui définit ses priorités et qui commet des hommes et des femmes aux tâches d'exécuter son programme. Vous ne pouvez pas, en tout cas si la sincérité elle nous appelle, cette sincérité, à admettre qu'on ne peut pas condamner un Premier ministre ou un ministre pour le mandat de son chef. Mais quand même, il a des responsabilités par rapport à ce mandat-là. Il assume. Tout à fait. Il a assumé et il assume pleinement les responsabilités. Et ici, on peut parler de bilan, parce qu'un bilan, tout comme en comptabilité, c'est une colonne positive, une colonne négative. Mais pourquoi vous acceptez de parler du bilan de Cellou Dalein Diallo lorsqu'il était Premier ministre, mais celui du professeur Alpha Condé, vous en passez? Monsieur Alpha Condé n'a pas de bilan. Je vous le dis en toute sincérité, Monsieur Nyang. Monsieur Alpha Condé n'a pas de bilan. Pourquoi? Monsieur Alpha Condé, on l'appelle d'ailleurs en Guinée Papa Promesse. Une étude sérieuse a révélé que Monsieur Alpha Condé a promis, les chiffres peut-être m'échappent, mais plus de 342 promesses faites au peuple de Guinée depuis 2010. Moins d'1% réalisé. Monsieur Alpha Condé, c'est celui qui a promis des usines de bonbons, des usines de livres. Pour vous dire à quel point cet homme a du mépris pour son peuple. Monsieur Alpha Condé n'a aucun bilan. Encore une fois, on ne peut parler de bilan lorsque les libertés individuelles sont bafouées. On ne peut parler de bilan lorsque les composantes nationales sont mises les unes opposées aux autres. On ne peut parler de bilan lorsque, dans un pays qui se veut respecté et respectable, les règles élémentaires de liberté ne sont pas respectées. Les règles élémentaires dans la gestion de la chose publique ne sont pas respectées. Alors, de surcroît, M. Alpha Condé, qui se dit professeur de droit, ayant vécu près de 40 ans dans des nations dites, en tout cas des nations développées, telles que la France, des nations de grande démocratie, à histoire démocratique, comment est-ce que cet homme peut aujourd'hui tripatouiller sa propre constitution par laquelle, sur 2 fois, il a juré pour s'octroyer un 3e mandat à 83 ans et plus. Très bien. Monsieur Nyang, admettez avec moi qu'on ne peut pas parler de bilan, en tout cas positif, pour ce monsieur. Ben, admettez avec moi, parce que les faits sont là. Ça c'est vous, c'est votre responsabilité de dire qu'il a un bilan ou pas. Globalement négatif. Bon, ça, je laisse à l'appréciation de nos internautes. Monsieur Diallo, il y a des secteurs qui sont stratégiques dans le développement d'un pays, entre autres l'éducation, la santé, le tourisme, la culture, etc. Est-ce que vous, une fois au pouvoir, vous avez un programme cohérent pour développer ces secteurs d'activité? D'autant plus que c'est en fait, quand on parle de la santé en Guinée, il y a des problèmes quand même, il faut le reconnaître. Et dans d'autres secteurs, quel est votre programme de façon très rapide?
et suspendre votre programme par rapport à ces secteurs d'activité que je viens d'énumérer, l'éducation, la santé, le tourisme. Merci Thierno. Effectivement, nous avons un projet, nous avons un programme, nous avons une ambition pour la Guinée. Cette ambition se décline dans tous les secteurs de développement. Pour que vous compreniez d'abord l'esprit de notre ambition, cet esprit s'articule autour de la triple optique des 3 gouvernances. Une gouvernance politique vertueuse, une gouvernance irréprochable, une gouvernance sociale par la répartition équitable des richesses engrangées et une gouvernance économique qui se basera sur le modèle libéral, puisque notre parti, c'est un parti à vocation libérale. Qui dit libéral, dit par là l'esprit d'entreprendre, permettre, mettre à disposition des moyens pour favoriser la création d'entreprises. L'éducation, c'est un secteur clé. C'est un secteur clé pour toute personne qui pense aux générations à venir. L'éducation, sans formation, dites-vous que vous ne faites rien. Notre projet ambitionne de mettre jusque plus de 20% du budget national qui aujourd'hui est insignifiant dans les secteurs clés tels que l'éducation. Nous allons former... Le budget national, c'est pas peu ça? Est-ce que vous savez ce qui est mis en ce moment? Évidemment, c'est insignifiant ce qui est mis en ce moment. Et donc, au-delà de l'enveloppe budgétaire, nous voulons favoriser, et il en va de soi, le secteur de la formation universitaire. Nous voulons aussi mettre sur place des structures qui permettent de former les gens au métier. Pour ne pas qu'il n'y ait que des universitaires, il doit y avoir des universitaires, il doit y avoir des hommes de métier, des hommes et des femmes de métier, pour pouvoir justement combler l'appel à emploi qui va être engrangé ou par la mise en place d'un vaste programme d'infrastructure pour permettre de relier toute la Guinée, qui permettra de créer de l'emploi et qui permettra d'amener des grands investissements. Qu'est-ce que vous envisagez sur le secteur de la santé? Sur le secteur de la santé, il en va de soi que tout est à refaire. Imaginez-vous comme même les décideurs actuels, s'ils tombent malades, ils sont évacués en Tunis ou à Dakar. C'est une honte nationale. Nous voulons mettre les moyens, mettre les paquets dans le domaine de la santé, couvrir, permettre à chaque Guinéen de disposer d'une couverture qui lui permettra de faire face à des soins de qualité. Voilà notre ambition pour la Guinée. Et dans le domaine du tourisme... Et de la culture. Tourisme et culture. La Guinée est un don de Dieu. Tous les fleuves, tous les grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest prennent naissance en Guinée. Ce sont des montagnes, ce sont des merveilles dotées de la nature. Nous allons, dans un premier temps, répertorier tout ça, faire un guide touristique à l'intention de ceux qui veulent visiter notre beau pays et proposer des actions qui vont dans le sens de la création de l'emploi local. Nous avons un ambitieux programme pour la Guinée. Mais tout ceci, encore une fois, n'est réalisable qu'à partir du moment où nous avons cette gouvernance politique qui est vertueuse et irréprochable. Nous devons asseoir, le président l'a dit d'ailleurs, c'est dans son cheval de bataille, dépolitiser l'administration. Aujourd'hui, lorsque M. Alpha Condé sera à un meeting, on ferme école, on ferme tous les centres de santé, on ferme tout ce qui relève de l'État pour amener ce personnel et la famille de ce personnel pour le réceptionner. Nous n'en voulons pas. Si demain Elad Sellou est président de la République, Inch'Allah, c'est notre souhait le plus ardent, le fonctionnaire, l'administrateur de l'État est affecté à la gestion de la chose commune. Diallo, il ne sera pas politique. C'est vous qui le dites. Hein? C'est une promesse. Prenez-moi au mot. Demain, Elad Sellou prend la direction de la Guinée. L'administration nationale sera la plus dépolitisée d'Afrique. Vous serez payé pour le job auquel la compétence vous a conduit, mais vous ne serez pas là pour faire plaisir à un parti politique et de surcroît le parti de gouvernance. D'accord. La principale richesse de la Guinée, c'est naturellement la bauxite, dont elle est le 5e producteur mondial et détient plus de la moitié des réserves de la planète. Une fois au pouvoir, avez-vous une politique particulière pour les ressources minières? Parce que quand même, ce que ce pays détient comme ressources minières est extraordinaire. Absolument, absolument. C'est les 2/3 des réserves mondiales. Il faut savoir que la bauxite, c'est effectivement l'élément le plus déterminant, mais il y a du fer.
Les réserves de fer du mont Nimba, par exemple, sont en teneur, une des plus importantes en tout cas, dans le monde. Ce sont des matériaux extraits, vous avez une teneur extraordinaire en fer. Pour la bauxite, notre ambition minière, notre parti ambitionne une fois aux commandes, d'abord de revoir les conventions minières qui ont été signées à gauche, à droite, parfois dans des conditions les plus obscures. Il faut que cela soit discuté. Le temps ne nous permet pas d'aller dans les détails, mais je vous donnerai les grands axes. Premièrement, dans toutes les zones minières où il y aura une exploitation, l'accent sera mis dans un premier temps sur les populations locales. Comment pouvez-vous imaginer que depuis l'indépendance de notre pays, la bauxite est extraite à Boké, la bauxite est extraite à Sangaréji, la bauxite est extraite à Kamsar, et qu'aujourd'hui, ce sont des localités où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Non, nous aurons une politique de proximité pour que les communautés puissent d'abord bénéficier elles-mêmes et directement des retombées. Et comment? Il y aura aussi une politique économique qui sera mise à profit pour pouvoir prélever les taxes minières et les redistribuer dans les localités concernées dans un premier temps. Au-delà... Je ne vous coupe pas, hein, mais selon vous, économiquement, oui? Pourquoi la Guinée n'arrive pas les Guinéens n'arrivent pas à bénéficier économiquement de ces ressources minières? Mais justement, tout repose dans la gouvernance. Nous, notre projet, mon président que je connais, le technocrate que je connais, l'homme des dossiers que je connais, ambitionne de créer les conditions pour la transformation, en tout cas dans la grande partie, du minerai brut en minerai semi-fini ou pourquoi pas fini sur le territoire guinéen ou tout de même dans la sous-région. Ceci permettra par exemple, pourquoi aller acheter de l'aluminium à l'extérieur de nos terres alors qu'on peut extraire la bauxite, la transformer sur place, la transformer en aluminium? Au moins les tôles de Guinée seront produites à partir de cette transformation locale. Qui dit transformation locale dit emploi, dit énergie. Voilà la grande ambition que nous avons sur le plan minier. Pour résumer, il faudra revoir toutes les conventions, en tout cas les conventions qui ont été faites de façon aussi désinvolte. Votre question est pertinente. Pourquoi avec tout ça, nous n'avons rien? Parce qu'il n'y a pas une politique, il n'y a pas une gestion saine, il n'y a pas une gestion saine de nos richesses. Imaginez-vous, j'ai entendu un des candidats dire sur une radio de la place, avant la venue de M. Alpha Condé, on parlait de 10 millions d'extractions, enfin de quelques milliers de tonnes de bauxite extraite. Aujourd'hui, on parle de millions de tonnes de bauxite extraite. Mais où part cet argent? Où est-ce qu'il est injecté, cet argent? Nous n'avons toujours pas de courant en Guinée. La capitale baigne dans l'obscurité. Nous n'avons aucun hôpital de renom en Guinée. Nous n'avons aucune université, M. Niang, n'a été construite pendant les 10 ans. Une université d'État pendant les 10 ans de gouvernance de M. Alpha Condé. Donc vous comprendrez aisément que son bilan est négatif et que nous ambitionnons, à partir du moment où nous avons les clés, la gestion de ce pays, de créer les conditions de la transformation sur place de ce qu'on pourra. Parce qu'il faut d'abord industrialiser, il faut amener l'énergie, il faut permettre la transformation sur place de certaines extractions locales, puis créer les conditions d'une formation des hommes au métier pour que les gens puissent... On n'a pas besoin d'importer certaines catégories de travailleurs. On peut les former sur place, les mettre directement à l'étrier. Et aussi l'éducation, secteur vital, investir dans la formation, investir sur les formateurs. Savez-vous combien gagne un enseignant guinéen de hiérarchie A? Mais c'est révoltant quand on vous le dit. Je cacherai le chiffre pour justement ne pas avoir cette honte par rapport à certains enseignants du Sénégal et d'ailleurs. D'accord. Monsieur Diallo, pensez-vous pas que la Guinée devrait être à un autre niveau de développement, beaucoup plus avancé, vu toutes les ressources minières dont procède le pays? À l'indépendance, on appelait Conakry la perle de l'Afrique. Aujourd'hui, on peut, sans exagération, dire que Conakry est devenue la poubelle de l'Afrique. Ah oui? C'est une des rares capitales où est-ce que vous pouvez trouver des ordures sur des montagnes
qui surplombe des quartiers entiers, par faute de politique, par faute de gestion rationnée, par faute de volonté. Les gens qui, hélas, président aux destinées de la nation, jusque maintenant, en tout cas surtout de 2010 à nos jours, n'ont aucun souci de l'intérêt national. La seule chose qui les motive, c'est comment se remplir les poches, asseoir des intérêts égoïstes et mesquins pour les leurs à l'extérieur. Nous, ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas notre ambition. Ce que nous voulons, créer les conditions de la transformation de la Guinée par les Guinéens, rétablir la confiance par cette gouvernance vertueuse, rétablir la confiance avec les investisseurs, qu'ils soient africains ou internationaux, pour que nous puissions mettre nos richesses à la disposition du peuple de Guinée, pour que nous puissions lancer ce pays et que ce pays reprenne la place qui lui revient de droit. Un leadership, une richesse partagée. Voilà notre vision et le slogan de notre parti pour cette campagne, unir et servir. Vous comprendrez la nécessité de rassembler les Guinéens autour de notre projet. Et aujourd'hui, à travers ce que nous avons vu, la campagne de notre chef, qu'il a commencé d'ailleurs à Farana justement, pour aller dire au Faranaka, ici j'ai commencé ma carrière, je suis revenu ici pour vous demander vos bénédictions, pour que demain, je préside aux destinées de ce pays et au bénéfice de tous les Guinéens. Ce que nous avons vu par accueil, par mobilisation, par adhésion, nous sommes en mesure de vous dire, M. Nyang, que plus de 65% de la population guinéenne lui accorde confiance. D'accord. Nous sommes à Bruxelles, capitale de l'Union européenne. Présentement, tous les regards sont braqués sur la Guinée par rapport à cette élection présidentielle sous haute tension. Avez-vous un message à lancer aux observateurs? D'ailleurs, c'est bien gentil de nous donner cette opportunité de nous adresser à ces partenaires importants et stratégiques de la Guinée au-delà de l'Afrique. Il faut se dire que l'Union européenne n'enverra pas d'observateurs dans ce processus électoral en cours. Cela dénote à suffisance le manque de sérieux avec lequel M. Alpha Condé est en train d'organiser ces élections. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, mon message s'adresse à tous les démocrates du monde, particulièrement aux décideurs européens. Il est important que tous se mobilisent pour qu'ils soient avec ce peuple martyr de Guinée qui aspire à la liberté, à la justice et au progrès partagé. Il est important qu'il y ait une mobilisation effective de toutes les diplomaties pour converger vers la préservation de la paix et de l'unité en Guinée. La préservation de la paix et de l'unité en Guinée se résume en une équation. Faire respecter l'expression du peuple. Il est inadmissible, incompréhensible qu'un monsieur qui puisse lever plus de 3 millions, 2 millions, 3 millions de personnes en l'espace de 3 jours ne puisse être respecté par la volonté exprimée. Au soir du 18, j'en appelle à nos partenaires, j'ai déjà vu quelques-uns et je continuerai à voir certains décideurs, que je remercie au passage pour toute l'attention qu'ils accordent à notre pays. Je les appelle singulièrement à la vigilance et singulièrement à l'action. Parce qu'il faut agir maintenant. Il ne faut pas attendre que les choses se dégradent pour courir avec des actions humanitaires et autres. Nous voulons une Guinée en paix, nous voulons une Guinée qui avance. Pour que cette Guinée soit en paix, pour que cette Guinée avance, il est impératif qu'on respecte le vote et le suffrage exprimé. À Bruxelles, vous allez voter? À Bruxelles, malheureusement. Pourquoi? Malheureusement, et c'est l'occasion de dire à nos compatriotes... Mais il y a une forte communauté guinéenne. C'est l'occasion de dire à nos compatriotes ici, le cœur serré, que l'administration, en l'occurrence l'ambassade et l'État central de Guinée, sachant pertinemment que Bruxelles, le Sénégal et ailleurs sont des bastions qui sont acquis à la cause de l'opposition, ils ont tout fait pour que ça boycotte. Et d'autant plus, M. Nyang, la forte communauté guinéenne de Belgique s'était massivement mobilisée pour se faire recenser. Et imaginez-vous que cette forte communauté, d'aucuns ont dû payer 20 € pour avoir un document de l'ambassade pour se faire recenser. Tout ça pour montrer leur adhésion, montrer leur volonté de participer au processus démocratique de leur pays. Hélas,
ils ne seront pas dans le jeu. Le Sénégal, une grosse communauté y vit. Elle n'est pas reprise dans le fichier électoral. Nous qui sommes ici, nous sommes repris dans le fichier électoral, mais nos cartes, en tout cas toutes les dispositions semblent. Nous sommes vendredi. Je ne pense pas que c'est demain qu'ils vont régler cette situation. Toutes les dispositions semblent obscures dans ce sens. Mais soyez rassurés de notre détermination à participer dans ce processus. Nous avons déjà fait des mobilisations, nous avons déjà fait des collectes de fonds, nous avons déjà participé de près ou de loin par les téléphones, par les sensibilisations, à ce que les gens se rendent compte. Nous avons une opportunité de changer la Guinée et c'est ce dimanche. Et nous serons tous là. Et on a noté quand même des scènes de violence qui ne sont pas très catholiques tout au long de la campagne. Quand même, c'est le moment de faire un appel pour apaiser les tensions de part et d'autre. Je vous laisse le soin de faire un appel à toute la communauté guinéenne, dans le monde entier, que ce soit en Guinée ou dans un autre pays, de pouvoir, je veux dire, revenir à la normale et apaiser les tensions. Merci, M. Nyang, aussi, de votre participation à cet appel. Retenez une chose. Dans le cadre de ce combat démocratique que nous menons, le violent, c'est M. Alpha Condé et sa clique. Je vous ai rappelé les deux élections successives au cours desquelles notre candidat a renoncé à sa propre victoire pour préserver la paix. Je vous rappelle un fait qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps, il y a moins d'une semaine. Et là, Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, en campagne, dans un programme qui avait été établi, voulait se rendre dans la région de Kankan, la région de la Haute-Guinée, pour aller rencontrer ces militants, rassurer ces militants, mobiliser ces militants, parce que nous avons une forte adhésion, une adhésion massive dans cette région. Monsieur Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre de ce pays, ancien député de ce pays, ancien ministre qui a occupé toutes les hautes fonctions de ce pays, a été stoppé par des loupards dans un petit village à la rentrée de Kankan. Encore une fois, par sa retenue extraordinaire, ce monsieur s'est adressé à ces gens pour leur dire « Ce sont des enfants qui ont probablement l'âge de mes enfants et que ces enfants ont été instrumentalisés, manipulés. Je rebrousse chemin pour préserver la paix. » Donc s'il y a quelqu'un qui doit véritablement appeler à la paix, d'ailleurs l'appel à la paix, comme disait Feuba Mamadou, un des ténors du combat démocratique en Guinée que je salue au passage, il disait que la paix, c'est un comportement. La paix, c'est dans l'action. La paix, ce n'est pas des appels vains. Il y a un seul élément qui puisse garantir la paix en Guinée, c'est le respect du suffrage exprimé. Et à cela, j'appelle toute la communauté nationale à se mobiliser massivement. Prendre sa carte électorale, prendre sa carte d'identité, aller voter dans le calme, sensibiliser autant que possible pour que les gens se mobilisent et les gens puissent aller exprimer leur choix, se préparer à faire respecter le choix ainsi exprimé. Voilà le gage de la paix. Évidemment, nous sommes des hommes et des femmes de paix. Nous voulons cette paix pour bâtir la Guinée. Mais une paix durable ne peut se construire sans le respect de la liberté, de la justice et du choix exprimé. Le 18, le peuple de Guinée va s'exprimer. J'ose espérer que tous ensemble, nous nous mobiliserons pour le respect de ce choix. Monsieur Diallo, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous accueillir à travers ce live Facebook pour parler de l'élection présidentielle en Guinée, une élection où véritablement les gens sont sur le pied pour regarder comment ça va se passer concrètement après le 18 octobre. En tout cas, merci beaucoup et je vous laisse le soin de dire au revoir à tous nos internautes. À toutes et tous, merci. Merci pour ceux qui ne sont pas guinéens, mais qui soutiennent quand même le processus dans lequel nous sommes. C'est un combat de conviction, c'est un combat d'idées, c'est un combat pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Et je crois que ça n'a pas de frontières. Nous vous remercions, nous remercions la forte communauté sénégalaise aussi, qui, n'oublions pas que nous avons 800 km de frontières. Monsieur Thierno Niang en premier et tous les autres, pour tout ce que vous faites
Vous nous apportez conseil, vous nous apportez assistance, vous êtes là à nos côtés dans ce moment important et déterminant pour notre pays. Je m'en vais vous dire, le combat aussi, c'est lundi, c'est déjà dimanche soir, pour que nous puissions tous nous mobiliser pour que le choix exprimé par le peuple de Guinée soit respecté. Voilà le gage de la paix, voilà le gage d'un départ harmonieux, d'un nouveau départ. C'est le souhait de mon candidat, c'est le souhait du peuple de Guinée, c'est le souhait de tous ceux qui se battent pour la liberté et la justice. Merci encore. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci à vous.